Vous écoutez Parole de TI, le podcast des dirigeants de TI. Dans chaque épisode, un dirigeant nous partage un défi fort et son retour d'expérience sur les enjeux qui impactent sa structure et son marché. Ces podcasts mettent en avant ces entreprises de taille intermédiaire qui jouent un rôle majeur dans la performance économique de notre pays. Je suis Valérie Magère, responsable marketing en charge des sujets de transformation durable et j'ai le grand plaisir de recevoir Thomas Meyer. Bonjour Thomas. Bonjour Valérie. Vous êtes Thomas, directeur général de SOCAPS, une coopérative spécialisée dans l'assistance industrielle basée à Rouen. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble les enjeux de RSE et de transformation durable pour le segment des ETI. Donc Thomas, ce que je vous propose, c'est que vous commenciez par nous parler un petit peu de vous, de votre parcours, de votre société, et puis on verra ensemble ce qui vous a conduit à vous intéresser de près et même à vous engager fortement dans les sujets de développement durable et à les déployer. Alors très brièvement, parlez-nous de SOCAPS. Donc SOCAPS, nous sommes une coopérative artisanale, nous sommes aussi une société à mission et c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Notre métier est assez simple, on accompagne des fabricants de machines et des exploitants de sites industriels dans la conception, dans l'assemblage, dans l'installation, dans la maintenance et dans l'optimisation de leurs outils dans le monde entier. En termes de chiffres, SOCAPS c'est un peu plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus que 1000 personnes qui sont sociétaires ou collaborateurs répartis dans 67 pays avec 15 bureaux commerciaux pour couvrir 110 pays chaque année d'activité. Et puis en termes de secteur, on fait 60% de notre activité dans l'agroalimentaire, le food and beverage, 20% dans les industries de la santé et des cosmétiques, et puis 20% dans la robotique et l'assemblage automatisé. Et enfin, notre dernier secteur d'activité qui est en fort développement depuis maintenant 1 an, c'est la partie clean tech, donc les technologies et équipements qui permettent de réduire l'empreinte de l'homme sur l'environnement. Et je crois que vous êtes une entreprise familiale. Alors oui, on a une histoire familiale, puisque mon père, dans les années 80, a créé SOCAPS et que moi, je suis arrivé à sa suite à partir de 2008. Alors Thomas, je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors on ne peut qu'observer chez SOCAPS une véritable accélération des sujets de RSE qui se traduit d'ailleurs beaucoup dans votre communication. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de l'enjeu du développement durable dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Bon, il y a 2 éléments de réponse à votre question. Le premier, c'est que il y a une suite logique entre valeurs, système de gouvernance, activités, notamment fonds de dotation qu'on a créé il y a 2 ans, entre 2 ans et demi maintenant, et puis la prise de qualité de société à mission. Donc il y a une forme de continuité et de ligne, d'idéologie presque, de positionnement politique au sens de la vie de la cité pour notre entreprise. Et puis d'autre part, il y a des phénomènes d'accélération de la prise de conscience. Le premier phénomène, c'est arrivé il y a 4 ans et demi, 5 ans, on a un bureau au Cap, en Afrique du Sud, et il y a, c'était 4-5 ans, on a reçu un petit courrier qui nous disait le point zéro arrive, donc on s'est dit mais c'est quoi le point zéro? Et en fait le point zéro c'est le jour où il y a plus d'eau dans la nappe phréatique et où la ville du Cap coupe les robinets. Et en coupant les robinets d'une ville de 3,5 millions d'habitants, dont presque 2 millions d'habitants dans des bidonvilles qui entourent la ville, vous imaginez le chaos social que ça provoque. Et donc, plan de continuité, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on repositionne l'activité? Est-ce qu'on ferme le bureau? Comment on gère le business? Et là, on s'est rendu compte de l'impact immédiat de l'environnement sur nos activités d'affaires. S'il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas de business. Et donc ça, c'était la première prise de conscience il y a 4-5 ans. Et puis la deuxième, c'est que à l'occasion du Covid, on s'est retrouvés tous cloisonnés les uns et les autres chez soi avec du temps. Et donc tout ce temps-là, il se retrouve dans son salon, devant son miroir, en se disant mais à quoi je sers et pourquoi je me lève le matin? Et si le dirigeant ou les équipes de dirigeants se posent cette question-là, il y a fort à parier que tout le monde se la pose. Et donc il faut qu'à un moment, on trouve un cadre pour y répondre. Et c'est ça qu'on a essayé de faire dans cette démarche, c'est d'offrir à ceux qui venaient chercher ça dans l'entreprise un cadre pour aller plus loin et pour pouvoir redonner un peu de sens à son quotidien. Alors c'est un peu une tarte à la crème, mais je crois profondément que c'est vrai. Je comprends qu'il s'agit vraiment d'une histoire de valeur dans tout votre cheminement, qui s'inscrit dans un temps long, puisque ce que vous me décrivez, finalement, c'est une démarche que vous avez initiée il y a déjà quelques années. Alors les valeurs, c'est totalement essentiel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de fond, il faut surtout pas le faire. Le faire sans fond, c'est prendre le risque d'avoir un backfire énorme en termes de com, puisque si on fait une démarche dans laquelle on ne croit pas, ça va vous revenir en pleine figure très très vite en boomerang. Donc faut pas le faire s'il n'y a pas de fond. Oui, c'est un problème de valeur, oui, c'est un problème d'éthique, oui, c'est un sujet de comportement, de responsabilité d'entreprise, et c'est ça qui fait que ça fait corps et que ça a du sens. Mais alors ces piliers, ces valeurs auxquelles vous croyez, comment vous les matérialisez et concrètement, comment on met cela en œuvre pour faire aboutir une démarche RSE? Alors d'abord, faut les définir, ces valeurs. Et donc, faut être au clair sur quoi on croit. Chez nous, on a traduit ça en People, Profit, Planet. Les gens, l'activité économique et l'environnement. C'est assez classique, mais on a essayé de conceptualiser l'idée que, en investissant sur les gens,
on dégage les marges de manœuvre financières nécessaires à agir de façon vertueuse vers l'environnement. Et que ce faisant, on attire à nous des collaborateurs, des partenaires, des clients qui partagent ça, et donc on s'inscrit dans une démarche de spirale vertueuse. Donc ça, c'est le fond des choses. Ensuite, comment est-ce qu'on le traduit dans les actes opérationnels ? Il y a plusieurs leviers. Il y a un premier levier qui est le levier, on va dire, statutaire/réglementaire. On va parler ensemble de société à mission. Et donc, ça permet de mettre dans ces statuts des éléments engageants opposables à la direction, contrôlés par un double contrôle interne et externe, comité de mission et OTI. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, statutaire, réglementaire des choses. Et puis, il y a l'aspect pratique et managérial des choses. Chez nous, ça se traduit par la façon dont sont écrites les fiches de mission de tous les collaborateurs. Ça se traduit par le système de rémunération variable des dirigeants et des collaborateurs. Ça se traduit dans des éléments du quotidien, comme par exemple l'autorisation du mécénat de compétences 2 jours par an sur le temps de travail, la politique environnementale de l'entreprise, la car policy, la démarche d'impact en termes de réduction de l'empreinte carbone. Donc tous ces plans opérationnels qui font vivre la mission qu'on s'affecte. Et alors ça, c'est permis par la loi Pacte. Absolument. La loi Pacte, qui est assez récente, c'est 2018, a permis de retranscrire dans un texte assez simple, assez opérationnel, des éléments qui permettent aux entreprises facilement de transcrire dans le statut ses engagements, de choisir ses propres engagements, et puis ensuite de mettre tout de suite après un système de gouvernance en place. Le comité de mission, composé d'au moins un salarié, mais aussi de représentants des parties extérieures, des parties prenantes de l'entreprise, et l'organisme tiers indépendant qui vient contrôler que le comité de mission fait un travail sérieux et que les engagements qui sont pris sont tenus, donc en tout cas, les informations qui sont transmises au public sont sérieuses. Donc des valeurs, mais pas que. Ah ben non, ça suffit pas. Les valeurs, c'est bien pour bâtir le plan, pour avoir un cap, mais après, il faut un plan d'action, parce que sinon, ça reste très sympathique sur un PowerPoint. Très rapidement, et pour clarifier pour nos auditeurs, on parle de RSE, de société à mission. Quelles sont les différences et qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Alors, c'est tout un débat un peu théologique en ce moment sur le sujet. Globalement, ce qu'il faut retenir, en tout cas ce qu'on peut retenir, c'est que la RSE adresse le sujet du comportement de l'entreprise. Comment est-ce que l'entreprise se comporte vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de ses parties prenantes, vis-à-vis des communautés d'êtres humains dans lesquelles elle évolue. Le sujet de la mission, c'est le sujet de l'utilité de l'entreprise. Et donc, à quoi sert l'entreprise fondamentalement ? À quoi est-ce que son business et son modèle économique sert à servir les objectifs d'impact environnementaux et sociétaux qu'elle s'affecte ? Finalement, les deux sont très complémentaires, bien sûr. On aurait du mal à imaginer une société qui aurait une utilité extrêmement forte, mais qui se comporterait de façon extrêmement catastrophique. Mais le comportement n'est sans doute pas suffisant pour prendre la mesure des challenges environnementaux et sociétaux auxquels le monde est confronté. Alors c'est très clair, Thomas. Donc j'imagine qu'il y a forcément des avantages pour vous en matière de business. Eh ben oui, figurez-vous qu'on est une entreprise et pas une association. Et donc, évidemment qu'il y a un enjeu de business aussi. Et qu'il n'y a pas de différence, et qu'il n'y a pas de fatalité à opposer les deux, en tout cas. Bien sûr. C'est good for business, mais c'est aussi good for karma. Concilier business et karma, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut se rendre compte que les deux s'entretiennent mutuellement. Et que donc, quand les deux s'entretiennent mutuellement, le karma est bon pour le business et le business est bon pour le karma. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en devenant société à mission, ou en tout cas en réfléchissant au fond à sa stratégie d'impact, à son comportement, son utilité, et en faisant en sorte de le faire vivre vraiment dans l'entreprise, dans ses statuts, dans ses actes de management, dans ses systèmes de rémunération, on génère des effets positifs induits pour le business. Il y a un premier enjeu qui est évident et qui est partagé par beaucoup d'entreprises françaises en ce moment, c'est la chasse au talent, la capacité à mobiliser des collaborateurs et à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Deuxième élément positif, le positionnement client, bien sûr. L'image. L'image, ça compte. On est dans un monde d'images. Et les entreprises, qu'elles soient en B2B ou en B2C, alors en B2C c'est évident, mais même en B2B, ont un enjeu de positionnement stratégique, de positionnement de marché autour de ces sujets. Et puis enfin, l'économie, ça tourne avec un régulateur qui s'appelle l'État et avec un système financier qui s'appelle les banques ou les investisseurs. Et ben, la société à mission vient matcher aussi ces critères-là. Le deal implicite qui a été fait avec le PGE et avec le comportement, je trouve exemplaire, des États au sens large, de l'État français en particulier pendant le Covid, c'est on vous soutient, on fait en sorte que vous ne mouriez pas, on vous alimente en cash autant que vous en avez besoin. Le deal implicite pour moi, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a compris, c'est en sortie de crise, vous adoptez le meilleur comportement possible pour la sphère publique. Et donc, ces entreprises qui se disent ok, j'ai compris ce message-là, j'ai identifié le signal faible sociétal qui est autour de tout ça. 80% des Français considèrent que les entreprises sont en capacité d'améliorer l'impact environnemental. 38% des jeunes Français refusent un job qui n'est pas vecteur de sens. Tout ça, c'est des signaux qu'il faut entendre quand on est dirigeant d'entreprise. Bien sûr. Les entreprises qui l'ont appris ont un avantage compétitif stratégique
à traduire ce signal faible en comportement. Et ce faisant, ils viennent adresser les besoins de leurs équipes, de leurs futurs candidats au recrutement, de leurs financiers, les fonds à impact, les banques sont extrêmement sensibles sur ces sujets. De leurs futurs clients, B2B, B2C. Si on veut être en capacité de parler à la puissance publique demain, et qu'on s'est comporté de façon détestable en tant qu'entreprise, on n'a plus aucune légitimité à être aidé, et c'est tant mieux. Et c'est normal. Et donc, l'entreprise qui ne voit pas ça, prend un risque majeur de ne plus exister dans 15 ans. Moi, je le crois foncièrement. Merci pour ces réponses, Thomas. Alors, dans mes prochaines questions, je vais aborder avec vous, et c'est un peu le fond du sujet qui nous occupe aujourd'hui de notre podcast. En effet, vous êtes une entreprise familiale, une grosse PME de croissance. Alors, est-ce que selon vous, les ETI en particulier sont de bonnes candidates pour s'engager dans la transition? Et pourquoi sont-elles au premier plan pour s'engager maintenant? Bon, alors plusieurs réponses à votre question. La première, c'est que toutes les entreprises sont de bonnes candidates pour s'engager. Il y a sans doute un sujet de taille qu'on peut creuser ensemble sur les ETI, mais quelle que soit la taille de l'entreprise, je crois qu'il faut que l'entreprise s'engage, que les dirigeants, les collaborateurs s'engagent dans ces démarches-là. Et d'ailleurs, il y a sans doute un effet domino derrière ça, qui est que les petits entraînent les gros. Deuxième élément, pourquoi est-ce que chez les ETI, c'est beaucoup plus puissant, à mon sens? Il y a deux réponses à ça. La première, c'est que la taille est parfaite. C'est suffisamment grand une ETI pour avoir les marges de manœuvre financières et les moyens humains de mettre en œuvre des démarches, parce que oui, ça prend du temps. Oui, il faut des jours hommes. Oui, il faut des heures de réflexion, de travail, de réunion. Oui, il faut des moyens pour payer des études, pour payer des labels, pour payer des prestataires qui vous accompagnent ou des partenaires qui vous accompagnent dans ces démarches. Et en même temps, c'est suffisamment petit une ETI pour pouvoir changer. Ça reste agile. Et donc, changer sa matrice de pensée quand on est une ETI, c'est possible. C'est beaucoup plus compliqué quand on est un grand groupe coté. Je comprends qu'il y a une vraie question d'agilité, en fait. Bien sûr, l'agilité, c'est essentiel. Le Covid a démontré que tout le monde pouvait changer et pouvait changer très vite. Quand on n'a pas le choix, on bouge. Et l'être humain, il est fait comme ça, c'est fight or flight. Donc, il y a une dimension qui permet aux ETI de le faire de façon très rapide, plus rapide qu'un grand groupe qui est évidemment goncé dans ses process, dans SAP, dans ses organisations à 12 étages. Les ETI n'ont pas ça. Et l'autre élément très important... Oui, j'allais y venir. C'est sans doute la notion d'entreprise familiale. Et ouais, bingo. Bien sûr, le capital des ETI est souvent détenu par des familles qui donc ont un souci en tête, c'est de transmettre. Et quand on transmet, en 2022, une entreprise, ou quand on a le souci de la transmission, évidemment, on pense à l'environnement, à la crise climatique, à la crise migratoire, à la crise de l'effondrement de la biosphère, et d'autant plus que souvent les ETI sont ancrés sur un territoire. Il y a le territoire de naissance de l'ETI qui est très importante dans leur démarche. Et donc, ils connaissent les gens. Ils vont au marché, les dirigeants d'ETI. Ils vont voir les habitants des communes dans lesquelles ils sont installés. Donc, l'impact sociétal de leur comportement, ils le perçoivent immédiatement et beaucoup plus facilement que dans des entreprises très multinationales ou très internationales dans lesquelles les dirigeants passent leur temps dans des avions de réunion en réunion. Alors Thomas, nos échanges sont là pour en témoigner. Quel long et beau chemin a été parcouru chez Socaps depuis le début de votre réflexion. Alors comment voyez-vous le futur et quelles sont, selon vous, les prochaines étapes sur ce sujet? J'imagine que vous n'êtes pas arrivé. Alors non, et j'espère qu'on ne le sera jamais. Donc le point là-dessus, c'est de continuer à travailler dans une démarche un peu d'amélioration continue. Donc nous, on a tracé un cap qui est assez clair, qui est traduit dans nos statuts. On a un plan d'action sur plusieurs années, sur les différents axes. Et derrière ça, aujourd'hui, on a 112 points d'action qui sont mis en place à travers les différentes organisations de l'entreprise, des groupes de travail, des KPI, des objectifs, des budgets, des temps hommes qui sont affectés sur chacun de ces projets, qu'on centralise dans un gros outil qui s'appelle Tembotool, qui est un super outil qui je fais un petit clin d'œil au passage, et qui nous permet à la fin de chaque bilan et à la fin de chaque année, à tout le moins, d'être capable de dire est-ce qu'on verse ou pas les bonus des membres du COMEX notamment. Tout ce que vous nous dites là, c'est très riche en enseignements et je suis certaine que ces questions vont faire écho aux problématiques de vos homologues et d'autres dirigeants d'ETI. Quels seraient les conseils que vous leur apporteriez pour se lancer? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Bon, alors d'abord, il faut rester très très humble sur ces sujets. Personne n'a la science infuse et il n'y a pas de bonne recette. Donc chacun fait comme il peut, avec ce qu'il est, avec ce qu'il a et avec son histoire. Une fois qu'on a dit ça, moi l'expérience que j'en retire et que je partage d'ailleurs dans des clubs volontiers, type club ETI, qui marche très très bien là-dessus pour échanger entre pairs, c'est d'abord de faire confiance à ces équipes, leur confier des responsabilités et faire en sorte qu'ils aient le temps, sur leur temps de travail et les moyens humains et financiers, de porter les projets. Le deuxième élément de conseil, c'est de laisser du temps.
ça prend du temps de mettre sur le papier ses idées, de formaliser ses valeurs, de s'assurer qu'elles sont partagées par les équipes, de s'assurer que chacun les comprenne, que chacun puisse amener sa pierre à l'édifice. C'est cette histoire de temps long que vous évoquiez tout à l'heure. On change pas une organisation et une philosophie en quelques semaines, bien sûr. Ça peut prendre des années pour faire ça. Et puis le troisième élément, c'est de se benchmarker, d'échanger avec d'autres entreprises qui l'ont déjà fait, de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de s'associer aussi des conseils extérieurs qui peuvent structurer la démarche, qui ont l'expertise, qui ont l'expérience de ça. Il faut pas hésiter à se faire accompagner. Oui, ça coûte un peu de sous, oui, ça prend du temps, mais c'est tellement essentiel qu'il faut pas passer à côté de ça. Alors tout ce que vous nous dites là, je pense que ça sera vraiment très très utile pour les dirigeants qui nous écoutent et je vous en remercie. J'espère, c'est le but et je considère que ça fait partie de ma mission justement, de faire un peu d'advocacy et de prendre du temps pour venir vous parler aujourd'hui. Thomas, la fin de notre podcast arrive et je ne peux que vous remercier pour la richesse de votre témoignage et de cet entretien. J'ai d'ailleurs à titre personnel beaucoup appris. Je vous en prie. Je vous laisse le mot de la fin pour nos auditeurs. C'est très gentil. D'abord, merci de m'avoir invité. Je trouve ça agréable et toujours utile et intéressant de pouvoir échanger, notamment avec des gens comme Mazar qui nous accompagnent par ailleurs sur ce chemin. Donc, je vous en remercie d'autant plus. Le mot de la fin, c'est peut-être d'abord d'avoir conscience que le rôle de l'entreprise, le temps de l'entreprise est venu. Les entreprises ont les moyens, les entreprises ont la capacité financière et humaine, les entreprises ont l'opportunité en termes de génération et d'enjeux stratégiques, et puis les entreprises ont sans doute l'obligation morale de se pencher sur ces sujets. Donc ça, aucun dirigeant peut passer à côté. À mon avis, aucun dirigeant sérieux peut passer à côté. Et le deuxième élément, c'est qu'on a le droit de faire confiance aux gens. Et on a le droit de faire confiance aux équipes. Et en général, les ressources, elles sont déjà dans les entreprises. Il n'y a pas forcément besoin d'aller réinventer la roue. Expliquez la démarche à vos collaborateurs, faites-leur confiance, faites en sorte qu'il y ait des groupes transversaux qui se mettent en place, que les gens puissent parler, que les gens puissent exprimer leur authenticité, comme on dit, et vous verrez, tout va très très bien se passer. Eh bien, merci Thomas, merci d'avoir accepté notre invitation dans ce podcast, et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous Valérie, j'ai passé un très bon moment, j'espère que vos auditeurs auront également passé un bon moment. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Paroles de TI sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager. Vous avez écouté Paroles de TI, le podcast des dirigeants de TI.